Le mal aigu des montagnes, le MAM pour les intimes. Qu'est-ce que c'est? Comment le gérer? Comment le prévoir? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans ce nouveau tutoriel. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est David, le banquier randonneur. Aujourd'hui je suis randonneur, apprenti alpiniste, donc le MAM, ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est? Ces symptômes, le prévenir, le guérir, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble maintenant. Alors je t'accueille ici au sommet d'une colline. Bon, bien qu'on soit à 300 mètres d'altitude, c'est la plus haute colline que j'ai trouvée dans le coin pour tourner cette vidéo ici en Bourgogne. Mais on va imaginer qu'on est un petit peu plus haut. Pourquoi? Parce que le mal aigu des montagnes, ça va être lié à l'altitude. Comme on peut le voir sur ce schéma là. Concrètement, lorsque nous sommes au niveau de la mer, à 0 mètre, c'est-à-dire au niveau de la mer, nous avons, on va dire, 100% d'oxygène. C'est-à-dire que la pression de l'atmosphère est, entre guillemets, normale. Lorsqu'on va monter à 1000 mètres d'altitude, cette fois-ci, il y aura 10% de moins de pression d'oxygène, d'atmosphère, pardon. Donc, pour une respiration équivalente, tu comprends bien qu'il y aura 10% moins d'oxygène. Or, pour l'effort physique, nos muscles ont besoin d'oxygène. Quand on continue à monter 2000 mètres, il y aura 20% moins d'oxygène, 2500 mètres, moins 25% d'oxygène. On continue, imagine qu'on soit au top du Mont Blanc, à 4808 mètres d'altitude. Là, on n'aura plus que 50% d'oxygène. Et si on monte, toi et moi, là, maintenant, tout de suite, imagine, on monte sur le toit du monde, sur l'Everest, à 8848 mètres. Putain, il n'y a que des avions normalement à cette altitude et les oies sauvages. Eh bien, on va avoir 70% d'oxygène en moins. 70%. Et ça, effectivement, c'est énorme, c'est très important. Et à nouveau, je recadre un petit peu notre vidéo. Aujourd'hui, je suis randonneur et seulement apprenti alpiniste dans les Alpes, pas dans l'Himalaya. Donc typiquement, on ne va pas parler du mal aigu des montagnes à très haute altitude. On va redescendre un peu. Quand tu pars faire un GR, typiquement un GR5 dans les Alpes, un tour du Mont Blanc, un GR10, un GR20 en Corse, eh bien on va s'exposer, même en tant que randonneur, à des altitudes, on va dire, fréquemment 2000 mètres. Tour du Mont Blanc, altitude moyenne 2000 mètres justement, et on va être voué à faire des cols assez régulièrement, toutes les semaines, à 2500 mètres, en faisant des petites variantes, en allant chercher des petits sommets à droite à gauche, sans trop faire de détour. On peut s'amuser rapidement à monter à 3000 mètres. Donc, à partir de 2500 mètres, on va commencer à parler effectivement assez régulièrement de mal aigu des montagnes, à savoir qu'à 2000 mètres, à 2500 mètres, pardon, il y a 20% de la population qui est sujet au MAM. Et au Mont Blanc, il y a 60% des gens qui arrivent au top, 60% des gens qui arrivent au top, donc qui ont déjà une bonne condition physique, on en reparle un petit peu plus tard, qui ont quand même le MAM. Dans l'Himalaya, je t'en parle même pas, c'est automatique, c'est 100%. Les symptômes, qu'est-ce que c'est? On parle de ce mal aigu des montagnes. Alors c'est pas tu montes trop haut, ton corps n'est pas fait pour, tu meurs. Non, bien sûr, il va y avoir des paliers, on va dire, et différentes choses. Les symptômes, ça va être de manière générale un état de fatigue généralisé. Tu comprends bien qu'on monte. Imagine on est à 2000 mètres là, il y a 20% de pression atmosphérique, donc 20% d'oxygène en moins. Ça veut dire que pour un même effort musculaire, on va respirer 20% plus vite et le cœur va battre 20% plus vite pour avoir la même capacité d'oxygène. Donc en plus en haute montagne, dans une montée, on va faire un effort physique violent sur le long cours avec moins d'oxygène. Tout ça effectivement, physiologiquement c'est un problème, mais en plus de cela, lorsqu'on s'expose de manière prolongée et sans préparation à une certaine altitude, on va avoir un état de fatigue généralisé. On va avoir des céphalées, le mal au crâne, on va avoir des nausées, voire des vomissements clairement. On va avoir également de l'insomnie, tu ne trouves plus le sommeil déréglé, la perte de l'appétit, tu n'as plus envie de manger. Tu passes des énormes journées en montagne, tu as marché 25 km, tu as fait 1500 mètres de D+, tu es mort de fatigue, mais tu n'as même pas envie de manger. Ça aussi c'est un symptôme. On va trouver évidemment les difficultés respiratoires, même sans parler d'asthme. On a des difficultés respiratoires, le vertige, et oui, on a 20%, imaginons on est à nouveau à 2000 mètres, on a 20% d'oxygène en moins. Donc la pression atmosphérique sur la boîte crânienne et notamment le système ORL, les oreilles, le nez, les sinus, la bouche, tout ça communique ensemble. Ils sont habitués à avoir 100% de pression, il n'y a plus que 80%. C'est complètement perturbé là-dedans. Donc on va pouvoir avoir comme autre symptôme des saignements au niveau ORL, notamment saignements dans le nez, mais également des vertiges. C'est l'oreille interne qui gère le vertige. Et même si tu n'es pas sujet au vertige habituellement, c'est possible que tu ressens ce symptôme en haute altitude. On va avoir également une perturbation de la conscience. Les Himalayistes, ils te racontent des histoires à mourir de rire, quoi. Quand Mike Horn, il monte sans oxygène à 8000 mètres d'altitude, et il voit des filles à poil qui dansent partout autour de lui, et son pote, il lui raconte qu'il a vu
à 8000 mètres d'altitude. Un hypermarché avec des Chinois qui remplissent leur caddie avec des cornflakes et des Mars. Tu vois, ils pètent complètement un câble. Donc à très haute altitude, là c'est quand même réservé spécifiquement pour vous les amis himalayistes, au-delà de 5000, 5500 mètres, on a des troubles de la conscience vraiment aigus. On redescend d'altitude, même en France, même à partir de 2005 et jusqu'à le Mont Blanc, donc 4008, on peut avoir également, ça c'est le gros problème en termes de symptômes qui est dangereux, les œdèmes. Œdème cérébral, ton cerveau se gonfle d'eau, il explose. Attention, c'est très dangereux, très létal. Œdème de quinque. Œdème de quinque, c'est ta gorge qui va gonfler. Mais tellement qu'elle va contracter ton œsophage, la trachée artère, et elle va t'empêcher de respirer. Donc tu crèves d'asphyxie. Également des œdèmes pulmonaires qui se remplissent d'eau, qui diminuent la capacité respiratoire, etc. Donc l'œdème, c'est ce qui est le plus dangereux, le plus mortel, typiquement, hein, en termes de symptômes. On a fait le tour pour les symptômes, tu as vu c'est déjà assez horrible, ça peut être léger, hein. Typiquement, non, ça j'en reparle juste après, c'est peut-être assez léger. Alors maintenant quelle solution? Une fois qu'on a ce mal aigu des montagnes, les symptômes dont je viens de parler là, qu'est-ce qu'on fait? Avant je t'invite à mettre un pouce sur cette vidéo, à me rejoindre sur mon site lebanquierrandonneur.fr où tu retrouveras toutes mes vidéos, tous mes articles de blog, mon coaching, mes préparations, mes formations de préparation à tous ces GR, notamment en haute montagne, les Alpes, les Pyrénées, la Corse, je les ai fait moi-même, je les ai préparés et j'ai dupliqué ça au format vidéo pour te faire gagner du temps. Allez, c'est parti, on retourne dans notre sujet avec la solution. J'ai le MAM, je commence à avoir les signes plus ou moins élevés, qu'est-ce que je fais? La solution numéro 1, je redescends. Et oui, tu redescends en altitude, mais tout de suite tu vas voir la différence. Plus tu vas descendre, mieux ça va aller et reste suffisamment bas en altitude pour que ton corps se refasse et que les symptômes disparaissent avant de remonter. Hein. On peut également imaginer prendre des prises de médicaments. Je précise, je ne suis pas médecin, encore moins médecin de haute montagne, encore moins médecin hyperbare. Donc moi je suis juste randonneur et apprenti alpiniste. Mais en termes de médication, en cas d'urgence, on peut parler d'aspirine ou de corticoïdes pour faire supporter au corps, sans que les œdèmes deviennent mortels, le temps de la redescente. Hein. C'est pas je veux faire le Mont Blanc, mais je ne me suis pas préparé, je prends des corticoïdes. Non. C'était là-haut, tu es en train de crever sur place, le temps de te laisser le temps de redescendre pour que ton corps se refasse de lui-même, pour l'assister, aspirine, corticoïdes, etc. À nouveau, je ne suis pas médecin et je n'utilise pas ça. D'autres peuples, les traditionnels, vont utiliser des produits naturels. Les Sherpas, ce sont, tu sais, ces peuples de Tibétains qui vivent en moyenne à 5000 mètres d'altitude. Bon, les Sherpas, le mal de haute montagne, ils n'ont pas trop de problèmes, mais ils disent qu'en bouffant de l'ail, ça va mieux. Donc ma foi, mange de l'ail, ça ne pourra pas te faire de mal. Au Pérou, c'est du coca. Bon, dans les Alpes, des feuilles de coca, tu n'en trouveras pas beaucoup. De l'ail, ça se trouve un petit peu plus souvent. Maintenant, la prévention. La prévention, je vais parler de 3 points. J'ai beaucoup de clients en coaching privé qui me disent mais David, comment je sais si je vais résister au mal aigu des montagnes, comment je peux me préparer, etc. La première chose, et ça tu n'y es pour rien, c'est un facteur génétique. C'est tu pioches la bonne carte ou pas à la naissance. Génétiquement, il y en a qui sont plus propres à gérer et à encaisser le MAM. À titre personnel, j'ai une génétique exécrable pour le MAM. À partir de 1000 mètres d'altitude sans acclimatation, je ressens le mal. Je commence à avoir le MAM avec des saignements, fatigue, insomnie, etc. C'est nul, mais c'est pas grave. On en revient juste après pour comment se préparer. Donc il y a le facteur génétique. Tu vois un mec comme par exemple Mike Horn, à nouveau, je vais le citer lui. Quand il fait latitude 0 et qu'il traverse toute l'Amazonie pendant 6 mois, à peu près au niveau 0, dans la jungle amazonienne, en 72 heures, il monte à 6000 mètres. Oui, il a une bonne préparation physique, mais oui, il a une génétique quand même plutôt sympa. D'ailleurs, quand tu le vois, ça se voit directement. Deuxième point, pour bien encaisser ton mal aigu des montagnes, la forme, la préparation physique. Quand tu as un bon potentiel physique, j'entends par là, tu fais au moins 3 fois du sport par semaine, au moins une session cardio, une session force, une session HIIT, High Intensity Training, pour faire travailler le palpitant, mais également les muscles en anaérobie, ça tombe bien, on s'entraîne à aller dans un endroit où il y aura moins d'oxygène. Eh bien, la forme physique va t'aider à mieux encaisser le MAM. Et enfin, il y a un troisième point, c'est l'acclimatation. Moi, je suis un type des plaines. Je suis né à 180 mètres d'altitude. J'ai vécu toute ma vie entre 60 et 180 mètres d'altitude. C'est très bas. J'ai toujours eu presque 100% ou 98% de taux d'oxygène, donc l'endroit le plus
riche en oxygène sur cette planète. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? L'acclimatation. Avant de partir faire de la haute montagne, monte progressivement en altitude. Typiquement, 10 jours à plus de 2000 mètres, c'est très très bien. Au bout de 10 jours, en fait, le corps il n'est pas bête. Tu arrives à 2000 mètres, il sent bien qu'il faut qu'il respire 20% plus vite, que le cœur bat 20% plus fort pour maintenir les mêmes taux d'oxygénation. Et c'est pas rentable de travailler 20% de plus. Si je te dis tu travailles 20% de plus et je te augmente pas ton salaire, t'es content? Non. Eh ben moi non plus. Donc le corps il est pas con, il va investir. Il va créer de la globuline, du globule rouge. Il va augmenter le taux de globule rouge de 20%. Ce qui fait que pour la même fréquence cardiaque, la même fréquence respiratoire, on voit même la même oxygénation des muscles qui ont besoin d'oxygène pour travailler là. Ben, je dis ça, c'est plutôt les jambes qui vont travailler là-haut, mais un petit peu les bras quand même aussi. Donc, l'acclimatation, c'est le temps que le corps investisse dans la production de globules rouges. C'est aussi pour ça qu'on est fatigué. Il est en train de se renforcer à l'intérieur. 10 jours à 2000 mètres, c'est excellent. Tu te fais 20% de globuline en plus. Et d'ailleurs, si tu es un prétendant à l'ascension du Mont Blanc, je te conseille de faire, par exemple, avant de partir faire ton ascension, eh bien, un tour du Mont Blanc. Comme ça, tu restes 10 jours à 2000 mètres d'altitude en moyenne et tu fais tes globules rouges. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Tu es courageux, bravo. Je t'invite à la liker si tu l'as appréciée. Ça me permettra de me faire connaître et c'est gratuit pour toi. Je t'invite à me rejoindre sur lebanquierrandonneur.fr, sur la chaîne YouTube David Blondeau, la page Facebook Le Banquier Randonneur, également l'Instagram Le Banquier Randonneur avec de superbes photos. Et puis maintenant, ma foi, il me reste à te souhaiter une magnifique journée. J'espère qu'elle est aussi belle que la mienne. Et je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Allez, salut!